Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce lundi matin est Johan Bouguet. Il est secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes-d'Armor. Il est venu en direct et je l'en remercie au micro de Bretagne 5 matin. Bonjour. Bonjour. Alors, Johan Bouguet, on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses parce qu'il y a une actualité sociale importante. J'avais envie de commencer ce matin par les élections professionnelles. On n'en parle pas beaucoup, on n'en entend pas beaucoup parler sur les ondes ou à la télévision ou un petit peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ces élections professionnelles? Est-ce qu'on peut en dire un mot pour nos auditeurs? Alors les élections professionnelles, là c'est pour le champ du public, ça va concerner toutes les fonctions publiques, donc que ce soit du champ de l'État, de l'hospitalière ou des communaux, de l'intercommunalité. Donc du coup ces élections c'est quoi? Ça se déroulera du coup le 8 décembre, à partir du 8 décembre. Donc là les listes ont été déposées. Ça découle en fait de la loi de transformation de la fonction publique qui date de 2019 et en fait pour ceux qui connaissent les élections professionnelles dans leurs entreprises donc privées, que ce soit du CSE, et ben c'est à peu près la même chose en fait. Ce sont les élections CSE parce qu'il y a un changement d'appellation et une fusion entre les instances. Donc avant ça s'appelait donc les CT, enfin c'est un peu technique mais c'est les comités techniques d'établissement ou les CTA, voilà. Et le comité d'hygiène et sécurité, donc c'était des choses... le fameux CHSCT. C'est ça, le fameux CHSCT. Et là, du coup, il y a, suite à la loi de transformation de la fonction publique, il y a une fusion, comme dans le privé. Et du coup, les élections se dérouleront à partir du 8 décembre. Et du coup, forcément, la CFDT a déposé beaucoup de listes là où c'était possible pour donner le choix aux agents, aux travailleurs de pouvoir voter CFDT et de mettre en avant notre façon, notre méthodologie, nos valeurs. Voilà. Alors des valeurs aujourd'hui de la CFDT qui sont parfois contestées, on l'a vu avec la récente journée de grève du 18 octobre, elles sont contestées par la CGT. Voilà, vous n'arrivez pas à vous entendre, ces deux formations syndicales n'arrivent pas à s'entendre. C'est pas qu'on n'arrive pas à s'entendre, on peut s'entendre sur plusieurs sujets. Après, c'est qu'on n'a pas la même stratégie syndicale. C'est vraiment ça la différence, c'est que on peut se retrouver sur des sujets. Je pense qu'on pourra peut-être aborder la retraite. On peut se retrouver sur des sujets comme ceci, peut-être pas sur tous les axes, mais on est en capacité de se parler, on se parle, on s'appelle, on s'envoie des messages assez régulièrement. Après, on n'a pas la même action, la même façon de faire. Nous, globalement, la CFDT, on part vraiment du ressenti des travailleurs, des agents. On va les voir, on va leur demander qu'est-ce qui va pas. Ensuite, on va négocier. C'est vraiment ça la première phase, c'est négocier. Et si on n'aboutit pas ou si la négociation est déloyale, ce qui arrive régulièrement, de plus en plus malheureusement, là on se prive pas aussi de faire le rapport de force. Et qui dit rapport de force dit pas forcément grève, ça peut être aussi aller sur l'image des entreprises, on peut faire des débrayages, on peut faire des actions, des photos, voilà, de la communication, et on arrive aussi à la grève, on est en capacité de faire la grève. Mais pour la CFDT, c'est vraiment l'ultime recours, j'ai envie de dire, la grève, c'est vraiment le point final d'une action, et cela permet après, si on doit rentrer dans cette grève aussi, il faut savoir en sortir. Donc on est toujours dans la continuité, on ne veut jamais rompre le dialogue pour pouvoir obtenir des choses concrètes pour les salariés. Alors il y a eu ces négociations chez Total, négociations qui ont abouti à des accords, entre autres justement entre la direction et la CFDT. La CGT a critiqué beaucoup le fait que vous ayez signé ces accords. Est-ce que vous avez compris finalement pourquoi la CGT vous en voulait d'avoir signé ces accords? Pourquoi ils nous en veulent, je ne sais pas pourquoi ils nous en veulent. Après, c'est pas toute la CGT, ça va être une partie des grévistes en fait qui représentent. Je sais plus, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je crois que c'est 300 sur un groupe de 14 000 salariés. Donc on est majoritaire chez Total, on est le syndicat majoritaire et on a signé pour 14 000 salariés. On a signé quand même une augmentation de 7%, on a signé une prime plancher, donc tout le monde touchera 3 000 € et ça peut aller jusqu'à 6 000 €. C'est un accord qui, voilà, la CFDT a fait le job, a fait le taf. On est majoritaire et du coup
Du coup, les salariés, la CGT qui remet en cause l'accord majoritaire met en danger un peu la démocratie sociale et met en danger la méthodologie de la négociation collective. Donc, ça pose vraiment question sur... Il y a une forme de jusqu'au-boutisme que vous dénoncez un peu. C'est un peu ça, oui. Ouais, complètement. Ouais. Mais après, ça va même plus loin. C'est vraiment sur la démocratie. On est en démocratie. On doit, quand il y a eu un vote, il y a une majorité. Enfin, la CFDT est représentative. Hein, on est majoritaire, donc on représente l'avis des salariés. Et du coup, c'est vrai que le fait de refuser de reconnaître cette légitimité, ça met vraiment en danger le dialogue social. Et il y a quelque chose qu'on ne parle pas souvent du coup sur l'affaire Total, je vais l'appeler comme ça, c'est le ressenti des salariés. Le ressenti des salariés, parce que j'étais à Paris la semaine dernière et j'ai rencontré le DSC de chez Total justement, et qui nous disait que les salariés vivent très très mal la situation, mais vraiment très très mal, parce qu'il y a une médiatisation très forte, il y a eu des erreurs de communication des deux côtés, que ce soit les syndicats et notamment la direction. La direction a publié des salaires, et les salaires... On a vu M. Pouyanné se plaindre d'être attaqué par les médias, par les réseaux sociaux, et dire voilà, regardez mon salaire. Mais bon, on est quand même dans une époque où les gens ont du mal à vivre avec l'inflation, avec la difficulté à payer les factures, le carburant, justement. C'était quand même très maladroit. C'est même plus que maladroit, c'est que quand on est patron d'une grande entreprise comme celle-ci, qu'on ait un salaire correct, et oui, pas de souci, mais on a un devoir d'exemplarité, quoi. On a vraiment un devoir d'exemplarité, et on a un devoir aussi, c'est de partager les richesses. Donc ce qu'ils ont fait après, mais de lancer des salaires sur la place publique, on va dire, ça a divisé les Français, ça a mis les Français des fois contre les salariés, pas tous, mais tout. Et à l'intérieur de Total, ça a divisé aussi, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça va mettre beaucoup de temps pour résorber cette difficulté, quoi. Et c'est vrai que M. Pouyanné, c'est hors sol, c'est complètement hors sol de se plaindre au salaire qu'il a et à la fonction qu'il a, et au contraire, il devrait se mettre un peu à la place des salariés parce que quand on a annoncé des salaires de moyens de 3 000 euros ou de 5 000 euros, c'est pas ça. Je discutais avec le DSC du coup, et qui nous disait, cette déléguée centrale qui nous disait qu'ils ont des filiales qui sont notamment sur les bords de l'autoroute, donc c'est j'ai plus le nom en tête, mais qui touchait en moyenne 1 400 euros, quoi. Et c'est vrai que là où l'action de la CFDT a été forte, c'est que ces personnes-là, donc ça représente je sais plus combien de milliers de salariés, vont aussi bénéficier de l'accord majoritaire. Voilà, donc finalement ça va vraiment des bas salaires jusqu'à des salaires un peu plus confortables, on peut le dire comme ça. Il y a aussi un ressenti, alors là on va rentrer un tout petit peu dans la politique, on va faire un petit détour par la politique. Il y a un ressenti quand même par la population française de cette inégalité, de ces salaires importants de ces grands dirigeants d'entreprise. Alors là, on a focalisé sur Total, mais il y en a d'autres. Le partage des richesses, c'est une chose. Est-ce qu'il faut, vous parliez d'exemplarité à l'instant, Johan Bouguet, est-ce qu'il faut aussi, à un moment, plafonner ces grands salaires, ces très hauts salaires? Alors nous, pour la CFDT, oui, on est pour le plafonnement des hauts revenus. Ça, oui, il faut que ça reste décent. Après, il y a d'autres formes de partage de la richesse et de la valeur créée, en fait. Une des revendications qu'on a à la CFDT, c'est la taxation du capital au même niveau que le travail. Et ça, si on arrivait à mettre ça en place, ça paierait beaucoup de services publics qui sont en train de disparaître, et où aussi les fonctionnaires sont très mal payés. Parce que je discutais pas plus tard que la semaine dernière avec les agents communaux qui me disaient mais on n'arrive pas à être augmenté, ils ont eu une augmentation, un dégel du point d'indice. Et qui ont une place sans doute un peu moins confortable que M. Pouyanné, pour vraiment remettre les choses à leur juste valeur. Oui, et puis du coup, c'est vrai que ils sont proches du SMIC, on va dire, on va prendre les catégories C, ils sont très 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 proches du SMIC, et en fait leur salaire est divisé en deux. Il y a la part du point d'indice, et ils ont un point, c'est
C'est le régime indemnitaire. Et sur le régime indemnitaire, en fait, c'est les communes, notamment, qui ont le pouvoir d'augmenter ou pas. Et quand on voit les finances publiques et puis le contexte, personne n'a envie d'augmenter et puis d'augmenter la charge publique. Donc, du coup, les agents de la fonction publique ne sont jamais augmentés à leur juste valeur. Et ça devient très, très, très compliqué pour la fin d'année. Enfin, pas que pour la fin d'année, pour ce qui va suivre face à l'inflation. On a une inflation qui va augmenter, en tout cas de l'avis général, des différents analystes. Voilà, cette inflation va augmenter, va poser des problèmes pour monsieur, madame, tout le monde. Vous parliez tout à l'heure de taxation des grandes entreprises, on peut le dire comme ça, et du capital. On voit que ces entreprises, très souvent, et c'est le cas de Total, ne paient pas beaucoup d'impôts en France. Là aussi, est-ce que vous appelez de vos voeux une réforme profonde ? Il faut une réforme sur la fiscalité globale. C'est capital. Faut que les entreprises qui gagnent de l'argent sur le territoire français payent leurs impôts en France. Enfin, ça ne peut pas être autrement. On voit trop d'optimisation fiscale, on voit trop de fonds qui partent dans des pays étrangers. Il y a trop d'investissements étrangers et qui échappent un peu à la fiscalité. Et on le voit bien. Et du coup, si on arrivait à mettre en place cette taxation et cette fiscalité, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes sur le financement de la fonction publique, notamment des services publics. On voit aussi, j'allais presque dire en négatif, les petites entreprises qui, elles, paient leurs impôts sur le territoire français, n'y échappent pas, ne font pas forcément d'optimisation fiscale ou ne peuvent pas en faire en l'occurrence. Ces petites entreprises qui sont très taxées, qui peinent à embaucher, qui peinent à payer aussi, parce que quand on dit aujourd'hui il faut aider les salariés parce que voilà, il y a ces problèmes d'inflation galopante, bien oui, mais une petite entreprise ne peut pas forcément augmenter le salaire parce qu'elle n'en a pas les moyens. Après, il y a plusieurs facteurs. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont jouer. C'est-à-dire que ici, c'est pour ça que la CFDT, on prône vraiment le dialogue entreprise par entreprise et non pas dans des mouvements massifs. Je pense chaque cas est particulier finalement. C'est ça. Là, on peut trouver toujours des marges de manœuvre pour essayer de négocier, même si c'est pas au niveau de l'inflation. C'est vrai qu'on a tous en tête l'objectif de vouloir négocier pour l'inflation à hauteur de 5,5%, mais si l'entreprise n'est pas en capacité de mettre 5,5, très bien, mais on négocie. Moi, je vais vous prendre un exemple. C'est l'EFS, donc c'est l'entreprise pour l'établissement français du sang. Ils n'avaient pas les fonds pour pouvoir faire vers 5,5%. Et il y a une négociation avec la CFDT. Ils en sont sortis avec 3,5. Donc c'est vrai que d'un point de vue peut-être extérieur, on pourrait se dire c'est pas terrible. Enfin 3,5, c'est pas terrible. Et en fait, si, parce que c'est par rapport à la réalité de l'entreprise. Donc on peut toujours dégager des démarches. Après, je reviendrai, c'était sur la loyauté de la négociation. C'est-à-dire que il y a des entreprises, là, les syndicats professionnels nous ont remonté certains faits qui, du fait de l'augmentation de l'énergie, du fait de un peu une frilosité d'augmenter, on est dans un contexte tendu finalement. Ah oui, c'est ça, mais du coup ils se refusent à négocier, ou alors ne pas les chiffres, ou alors mettre un certain temps pour leur donner réponse. Enfin voilà, ils jouent un peu la montre pour les négociations. Donc c'est pas loyal. Dans ces cas-là, on se met tous autour de la table. Nous on prône ça, on se met autour de la table, on voit la situation de l'entreprise et on essaie de négocier parce que c'est pareil. On monte toujours les syndicats comme quoi on veut toujours plus, mais je connais pas un seul DS, en tout cas la CFDT, qui veut me casser son outil de travail. Ça, c'est pas vrai. Enfin, on est là aussi pour trouver un juste au milieu et puis trouver un compromis. Il faut que le dialogue soit maintenu avec les patrons finalement. Oui, c'est ça. Ne pas casser ce dialogue important. On voit de nombreux secteurs qui se sont mis en grève ces temps derniers. En Bretagne, on a Arkea qui est en grève. Grève dont on ne parle pas tellement dans les médias finalement. Non, après, il y a eu beaucoup de manifestations au même moment. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça s'est Arkea, un peu noyé dans la masse. Il y a eu la fameuse grève du 18 octobre. Il y a eu aussi on n'en parle pas beaucoup parlé, mais c'était la grève de tout le secteur privé lucratif au niveau des cliniques et des EHPAD. Et pour Arkea, oui, il y a une intersyndicale, comme quoi on arrive à se parler avec notamment la CGT, qui revendique 3 000 €
de primes de partage de la valeur. Donc c'était ça leur revendication un peu phare, et puis aussi des mesures immédiates un peu sur les effectifs, parce qu'il manquait beaucoup d'effectifs, sur la pression commerciale, voilà. Et sur les heures supplémentaires surtout. Ils sont rentrés en négociation en fait, voilà, méthodologie classique, et l'entreprise a clairement joué la montre, parce qu'ils n'étaient pas en capacité, selon leur dire, de chiffrer la demande de l'intersyndicale au niveau de la prime. C'est embêtant pour une banque. Ça pose des questions quand même, hein. On va pas se le cacher. Et pareil, ils n'avaient pas travaillé du tout ces propositions, surtout de la qualité de vie au travail, surtout les conditions de travail, sur l'augmentation. Donc, c'est de la perte de temps, et c'est pour ça que ça a débouché sur une grève. Je sais que là, ils sont toujours en négociation. Ils repartent mercredi en négociation. La direction a déjà annoncé sans CDI, de revoir la pression commerciale, de revoir aussi sur les heures sup. Il y a eu un volant d'heures sup qui va être payé ou pour récupérer, pour que les salariés puissent récupérer. Après, l'intersyndicale a refusé la prime, parce qu'ils ont proposé 1 700 €. Juste à titre de comparaison, au premier semestre, j'ai fait quelques recherches, le groupe Arkea CMB a fait 360 millions de bénéfices. On ne parle pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Et l'année dernière, ils ont fait 574 millions de bénéfices. Quand on parlait de loyauté, de redistribution de la richesse, je pense que il faut peut-être revoir, et puis continuer à négocier, et puis faire un petit peu mieux que 1 700 €. Aujourd'hui, on parle beaucoup du travail, de la précarité au travail, et aussi de la pénibilité au travail. Ce sont plusieurs sujets, évidemment, qui se télescopent un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une précarité qui peut être d'ordre psychologique aussi au travail, une pression, hein, vous le disiez tout à l'heure en parlant d'Arkea. Est-ce que vous avez constaté, vous, à la CFDT, que ça se dégradait, ces conditions de travail ? Complètement, on le voit bien. On fait souvent des retours en fait par champ professionnel pour voir ce qui se passe sur le terrain, et puis la pression. Et là, effectivement, on sent depuis un certain moment, et ça s'est accéléré en fait avec le Covid, bien sûr, mais on sent quand même là, depuis un certain temps, là, on va dire quelques mois, là, une pression supplémentaire, et vraiment un manque de sens, hein. Les salariés sont fatigués, vraiment fatigués, et du coup ils craquent, hein. Moi, on a fait beaucoup d'appels où les salariés téléphonent pour qu'est-ce que je fais là, je suis en burn-out, je fais quoi, je peux plus retourner dans mon entreprise, et quand vous avez des salariés en pleurs dans votre bureau, voilà, c'est compliqué, et on en a de plus en plus, et dans tous les domaines d'activité. Et c'est dans beaucoup de domaines, ouais, dans tous les domaines. Là, cet été, c'était beaucoup dans les hôtels, cafés, restaurants. On a eu des professeurs aussi, de nombreux professeurs. On a un petit peu moins dans l'agro, dans la santé, on a eu aussi. Donc voilà, mais ça touche tous les champs. On sent que la fatigue touche tous les champs. L'usure professionnelle touche tous les champs. Et beaucoup de dossiers, on aide, hein, bien sûr, pour la conception des dossiers, et puis l'accompagnement aux dossiers pour la précarité, enfin pour les TMS et la reconnaissance en maladie professionnelle. Et on en a de plus en plus. Justement, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez... autrefois, on avait des entreprises où il y avait beaucoup d'équipes, voilà, et aujourd'hui, on individualise beaucoup le travail. Est-ce que c'est une des raisons aussi ? Il y a un manque d'effectifs, je pense, dans certaines branches, hein. Il y a toujours cette notion d'optimisation sur la masse salariale. Demander plus à un salarié, faire plusieurs tâches. On n'est pas bon dans les chiffres, tu vas en faire un peu plus, et puis ça va éviter d'embaucher. Je vais prendre le secteur de l'hôpital. Le secteur de l'hôpital, quand on manque de personnes, on passe les gens en 12 heures, et puis on leur demande de faire 12 heures. Ça fait des semaines de 48 heures. Bon, une semaine, ça peut aller, mais quand on commence à faire des mois entiers, ça le fait plus. Il y a un moment, on a atteint un point de rupture. Donc on voit bien qu'on demande toujours plus. Le salaire ne suit pas, forcément. Donc du coup, il y a une usure, et puis cela dépend des métiers, mais c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus physiques. Donc si on commence à être
plus à aller plus travailler, à lever des charges beaucoup plus de fois, du coup sur un rythme très 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 élevé, on va forcément avoir des TMS plus tard. On a ce secteur de la pédiatrie, on en parle beaucoup depuis quelques jours avec des signataires d'une, on va dire voilà, je cherchais le mot, moi ce matin, c'est lundi matin, le signataire d'une lettre ouverte à la ministre pour demander qu'on revoie ce secteur de la pédiatrie qui n'a plus assez de personnel aujourd'hui, qui ne peut plus fonctionner. On voit qu'on a quand même aussi, dans le secteur de la santé en particulier, pour prendre celui-là, beaucoup de démissions. Les gens claquent la porte, sont fatigués. Là aussi, il doit y avoir un travail à faire directement. Il y a un travail de fond à faire. C'est dramatique. J'entendais en venant ici, c'est vrai qu'à l'hôpital Necker, où il y a des enfants qui attendent 12 heures sur un brancard, c'est inacceptable. Après, pourquoi on en est là ? Il faut regarder en fait les politiques qui ont été mises en place depuis X années. Et c'est une dégradation. On a laissé mourir l'hôpital petit à petit. Et du coup, là, on ouvre les yeux. Depuis le Covid, les gens sont importants. L'hôpital, le service de santé est important. Donc, ils essayent de corriger maintenant, mais ça va mettre du temps et on forme pas des médecins, c'est 10 ans, donc on a un temps de latence, c'est important. Les infirmières, mine de rien, c'est 3 ans aussi, donc ça demande un certain temps. Et puis du coup, il y a aussi le regard du public. Les conditions de travail ont été mises un peu au grand jour. On le savait plus ou moins, mais on ne se rendait pas forcément compte. Ça a été médiatisé beaucoup. C'est là. Et du coup, c'est un peu comme les hôtels, cafés, restaurants. Ils souffrent maintenant d'une image qui donne pas envie, on va pas se le cacher. Donc du coup les gens hésitent à s'engager dans cette voie-là. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui préfèrent se mettre à leur compte, être travailleurs indépendants, et puis avec une autre façon de travailler. Aujourd'hui on reste plus toute une vie dans l'entreprise, on va un petit peu selon ses envies, selon aussi ses capacités. Est-ce qu'il va falloir penser le travail de demain, c'est-à-dire cette jeune génération qui n'a pas forcément envie, qui n'est pas toujours syndiqué du reste, mais qui n'a pas forcément envie de rester toute sa vie, mais qui a envie un peu de picorer, d'avancer, de s'engager aussi. On a beaucoup d'engagement pour la planète, des gens qui décident de faire plein de choses au niveau professionnel. Est-ce que les syndicats et la CFDT en l'occurrence prennent en compte ces changements sociétaux ? Alors bien sûr, on a tout un pan d'activités sur les jeunes spécifiquement, donc du coup on travaille ces questions et on se rend compte que oui, les jeunes ne restent plus dans la même boîte, sont plus exigeants, et j'ai envie de vous dire, ils ont raison, d'être plus exigeants avec leur patron. Maintenant, quand ils viennent à un entretien, ils leur disent « mais vous avez quoi à me proposer ?» Et c'est vrai que le rapport de force a changé, donc c'est très bien. Et avec des notions parfois qui peuvent être des notions éthiques aussi. Ah oui, c'est très très bien. Et par contre, c'est à nous, au niveau syndical, de s'adapter à ça. Et on est en train de l'observer, on fait des rapports, on voit ce qui bouge dans la société. Mais les jeunes, j'entends souvent les jeunes, ils picorent, ils vont pas, mais si, ils ont envie de s'engager, et ils ont envie. Après, c'est pas la même forme d'engagement qu'on a pu connaître avant. Et c'est vraiment plus un peu du mode projet. Je vais aller sur quelque chose parce que ça m'intéresse, mais je vais pas y rester 20 ans. Et on le voit notamment, comme vous le disiez, au niveau de l'environnement. Et c'est vrai qu'au niveau de nous, la CFDT, on fait partie du pacte de pouvoir de vivre. Donc c'est une alliance avec des associations de la société civile, donc et qui permet, par exemple, de la CIMAD, de la Croix-Rouge, et qui permet d'avoir cet engagement. Et nous, on travaille aussi sur tout ce qui va être la responsabilité sociale des entreprises et la transition écologique juste. Et justement, c'est une porte d'entrée pour les jeunes de s'engager au changement dans les entreprises, mais pas que, surtout la société civile, pour la transition écologique. Il nous reste une poignée de secondes, 2 minutes, me dit mon réalisateur. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la réforme des retraites, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. On en parle beaucoup aujourd'hui de cet allongement de l'âge de la retraite. Et évidemment, ça divise là aussi, parce que beaucoup de Français ont envie de connaître leur retraite, ont envie de vivre autre chose après la vie professionnelle. Et puis, il y a des carrières compliquées, il y a des gens qui n'auront jamais de retraite. Il faut quand même voir ça aussi. Comment la CFDT s'inclut dans cette réflexion
dans ces négociations également avec le gouvernement, c'est compliqué. Alors c'est pas des négociations, c'est des consultations. Des consultations, voilà. Parce que négociation, c'est-à-dire qu'on aboutit à un accord. Là, il n'y a pas d'accord. La position de la CFDT. La position de la CFDT, c'est très clair, c'est on va pousser nos revendications sur une réforme plus juste au niveau pénibilité. On veut remettre les critères de pénibilité et les augmenter pour que les gens qui commencent tôt, qui sont cassés par le travail, puissent partir plus tôt. On va pousser aussi sur les carrières hachées, parce que une femme qui a eu des enfants doit travailler plus longtemps, ce qui est complètement inadmissible, ou alors vous avez un accident de la vie, c'est complètement, vous devez travailler plus longtemps. Donc ça, c'est des choses qu'on va pousser. Là, on est contre, c'est les 65 ans. Les 65 ans et l'allongement de la cotisation. Et là, le mandat, il est ferme au niveau de la CFDT. Si c'est ça, on en tirera les conséquences. Mais on sera pas, on n'est pas pour les 65 ans. On entend certains candidats futurs à l'élection présidentielle. Ça nous amène un peu loin déjà, mais parler de 67 ans déjà. Oui, mais on est contre déjà les 65 ans, donc 67 ans, je vous laisse deviner notre position, mais on est complètement contre. Voilà, je l'avais imaginé, évidemment, Johan Bouguet. Un dernier mot, avant de nous quitter. Vous avez été récemment élu à la tête du syndicat CFDT des Côtes-d'Armor. Nouvelle charge. J'allais presque vous demander, est-ce que pour vous, c'est aussi un engagement et un aboutissement d'avoir grimper dans la hiérarchie du syndicat et puis d'arriver à la tête de ce syndicat dans les Côtes-d'Armor. Après, on fait pas de carrière syndicale. Oui, on fait pas de carrière syndicale. Charge, Là, je suis détaché de mon entreprise. Donc c'est un mandat électif, comme du politique. Après, je suis plutôt honoré qu'on me fasse confiance, entre guillemets, vu mon âge, pour avoir des. Je ne vous ai pas demandé votre âge. sur cette responsabilité. Et non, j'en suis très fier. Et puis je suis un petit peu en rodage, je découvre le champ interprofessionnel parce que j'étais sur le secteur de la santé avant, donc j'en suis très fier et j'ai envie de mener à bien toutes les actions futures qu'on a dans notre travail. Voilà, vous faisiez votre première radio ce matin ? Oui, c'était ça. Première radio, vous voyez, ça s'est parfaitement bien passé. Voilà. Johan Bouguet, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union départementale CFDT des Côtes-d'Armor et que vous êtes venu en direct ce lundi matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, à vous aussi. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.